Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi, tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, notre invitée est Claire Chataignier. Claire est créatrice en haute mesure, elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Et en sa compagnie, nous allons parler de mode, de couture, de fast fashion, de Made in France et aussi beaucoup de notre rapport au corps. Bonjour Claire, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va commencer par vous laisser vous présenter tout simplement. Je suis une créatrice en haute mesure. Ma famille est dans le cuir depuis le 19e siècle. On a fourni toutes les grandes maisons en peausserie. On était tanneur à Millau en Aveyron. Arrière-grand-mère corsetière, une autre modiste qui faisait des chapeaux et des robes de mariée, pas très loin de chez moi, à Paris, et qui se fournissait au bon marché. Moi, dès l'âge de 8 ans, j'ai voulu créer. J'étais vraiment mordue de dessin, de création. Et à l'usine de la famille, on me dit, veux-tu créer quelque chose? On va te le réaliser. Donc mes dessins ont été réalisés. J'ai eu cette chance et je me suis dit, un jour, cette chance, je l'offrirai aux autres. Voilà. J'ai fait du droit et des sciences politiques. J'ai commencé un doctorat en droit médical sur le corps humain. Pourquoi le corps humain? Parce qu'en fait, toute petite, à l'école, j'ai été discriminée par ma morphologie. J'étais toute menue et j'étais exclue des jeux, etc., du fait que j'étais différente. Et très vite, dès le jardin d'enfants, hein, je vous parle de ça à la maternelle, je me suis dit, mais pourquoi finalement notre enveloppe nous conditionne au rapport aux autres? Parce que finalement, ce qui compte, c'est ce qu'on est à l'intérieur, c'est la morphologie, tout ça. Bon, on en hérite, mais c'est une enveloppe. En parallèle de mes études, depuis que j'ai l'âge de travailler, j'ai travaillé dans les maisons de couture, en tant que petite main, en tant que commerciale, en tant que mannequin, j'ai en fait parcouru tout, on va dire, l'écosystème de la mode. Et puis finalement, au bout d'un an d'exercice en droit, j'ai été généalogiste successorale. Euh, Ça m'a pas du tout passionnée. Je me suis faite licencier et au bout de 9 mois, le temps d'une gestation, j'ai créé ma maison de couture. On m'a présenté Madame Kerven qui a accepté d'être ma marraine et j'ai fait mon premier défilé avenue Montaigne. Claire, d'où vient cet intérêt pour la diversité des corps humains? J'ai commencé par habiller les femmes en sur-mesure pour redonner à leur corps, quel qu'il soit, le droit à l'élégance, hein. C'est bien évidemment pour moi le corps qui est au centre du vêtement et non l'inverse. Cela fait des siècles maintenant que le corps est torturé, mis à mal. J'ai décidé de mettre ma création au service de ma philosophie. Donc le corps humain respecté tel qu'il est par le vêtement et non l'inverse. En parallèle de ma maison de couture, j'ai toujours travaillé dans les maisons. Comme je disais, j'ai poursuivi cela, donc j'ai eu souvent plusieurs vies en parallèle pour arriver à mes fins. J'ai continué en parallèle de tout cela à compiler une bibliographie en anthropologie biologique, anthropologie sociale, anatomie du corps appliquée à l'anatomie du vêtement. Donc ça regroupe à la fois les sciences dures et donc la biologie, la biométrie et les sciences sociales, les sciences molles. Et j'ai écrit un cours sur le corps à 360 degrés, donc issu de cette bibliographie et toutes ces réflexions. Je l'ai proposé à S-Mode Paris, qui a accepté mon contenu. J'ai enseigné d'abord en première année, puis en master. Et en parallèle de ça, j'ai proposé un contenu, celui-ci adapté, aux écoles primaires. J'ai appelé cette conférence C'est pas moi, c'est l'autre. Mais l'autre, finalement, c'est moi. Et puis collège et lycée, en orientant mon propos sur les réseaux sociaux et tout ce que ça peut engendrer par rapport à l'image de soi, du corps, etc. Quand on fait de la recherche, on veut toujours se perfectionner. Je vais au musée de l'Homme, où il y a une bibliothèque fabuleuse sur les questions de l'anthropologie. Je cherchais quelque chose de global sur la morphologie humaine, recensant bien sûr les variations dans le monde.
Il n'y avait rien avant les années 40 donc les contenus étaient complètement contraires à ce que je voulais avancer. J'ai rencontré Madame Evelyne Heyer, qui est spécialiste, experte scientifique, dépendante du Musée de l'Homme sur toutes les questions de taille, donc la hauteur humaine. Mais c'était pas ce que je cherchais. C'était une partie de la chose, mais pas le tout. Alors cette femme extraordinaire m'a orientée vers Monsieur Pesquet qui lui a été chercheur dans tout ce qui était ergonomie dans les véhicules. Lui aussi, il avait sa spécialité, mais encore une fois, c'était pas ce que je cherchais. Et là, il m'a dit, attendez, on va vous présenter au directeur des collections qui, lui, dans son métier, archéologue et médecin spécialiste des maladies tropicales, donc Alain Froment, qui a parcouru le monde et qui a mesuré beaucoup, il aurait peut-être des éléments pour vous. Donc, je rencontre Alain Froment, un homme extraordinaire, dont en plus j'avais utilisé les images sur France 5 pour les enfants, donc je le connaissais avant qu'il ne me connaisse, donc ça a été une magnifique rencontre. Et là, il est parti avec moi sur le projet de créer une bibliothèque numérique de la morphologie humaine au niveau mondial, dans l'idée de promouvoir la tolérance envers l'autre. En parallèle de tout cela, donc j'ai continué ma maison de couture, vous vous en doutez, et j'ai créé le service sur mesure au bon marché qui n'existait pas. Donc depuis 5 ans, je crée pour la femme du vêtement de jour jusqu'à la robe de mariée. Quelles sont les différences entre prêt-à-porter, semi-mesure et haute mesure? Vous avez le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est ce que tout le monde peut acheter en boutique et repartir avec. Voilà. Prêt-à-porter qui représente la majeure partie de l'activité de ce secteur. Ensuite, vous avez en parallèle du prêt-à-porter le sur-mesure, là où j'interviens. Dans le sur-mesure, il y a aussi plusieurs activités. Il y a ce qu'on appelle le demi-mesure ou la grande ou la haute mesure. Qu'est-ce que c'est? Donc le semi-mesure, c'est quand vous allez par exemple, et c'est encore le cas pour les hommes, chez le tailleur, vous avez des vestes, des pantalons à disposition qui sont pas à emporter, puisque c'est pas du prêt-à-porter, mais c'est des pièces que vous allez pouvoir essayer. Vous allez pouvoir choisir un tissu, vous allez pouvoir choisir les boutons, vous allez pouvoir choisir le fil de votre boutonnière pour personnaliser votre commande. Et le tailleur va venir prendre vos mesures, mais le modèle existe déjà. D'accord? Donc ça, c'est du demi-mesure, parce que il n'y a pas de création à l'origine du vêtement que vous allez prendre. Il existe. En grande ou en haute mesure, et c'est là où je suis, vous n'avez absolument rien. C'est-à-dire que vous venez avec vos idées ou sans idées, mais en tout cas un projet de vêtement à faire réaliser. Et avec le créateur, vous allez échanger pour arriver à quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Donc, on part vraiment du croquis. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un patronage. Vous avez certainement vu ces empiècements papier qu'on applique sur le papier, on coupe, on tourne, voilà, pour monter ensuite le tissu. Une fois qu'on a fait le patronage, on fait ce qu'on appelle une toile dans un vêtement en coton, qui permet de régler sur la personne vraiment tous les détails de la coupe. Et après, on passe au bâti qui est dans le tissu définitif. Le vêtement est encore monté à la main pour une question de tombée et de réglage. On épingle et enfin la livraison. Voilà. Donc, c'est ce procédé que je viens de vous expliquer en grande mesure. Il s'applique également au prêt-à-porter. C'est-à-dire que quand un directeur artistique dessine une collection, toute la collection va suivre ce chemin avant de passer sur un podium ou en photo, etc., etc., pour qu'il soit défilé, puis présenté aux boutiques qui vont venir faire leurs achats et ensuite les vendre dans le commerce. Donc en fait, il n'y a pas de vêtements créés sans ce procédé que je viens de vous expliquer en plusieurs étapes et qui explique toute la vie d'un vêtement. Claire Châtaignier, pourquoi avoir fait ce choix du sur-mesure? Le choix de la couture sur mesure, c'était vraiment l'idée de donner corps à ma philosophie, respecter le corps tel qu'il est. Et aussi, aujourd'hui, on voit qu'il y a une réflexion dans notre secteur de la mode où il faut produire moins, mieux, plus durable. Donc, si vous voulez, moi, en parallèle de tout ce que je vous ai déjà expliqué, j'ai aussi commencé à développer une solution pour produire en sur-mesure de façon industrielle
en baissant bien évidemment les tarifs grâce aux technologies, sans remplacer la main de l'homme. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de raccourcir certains délais pour permettre justement pour des marques, par exemple, de moyenne gamme qui produisent à la commande en ligne, et bien qu'ils puissent produire juste ce qu'il faut à la bonne taille, éviter les retours, etc., etc. Donc, pour moi, le sur-mesure, c'est une des voies pour une consommation plus raisonnée et plus responsable. Et sinon, que pensez-vous de l'impact écologique, pour ne parler que de celui-là, de l'industrie de la mode aujourd'hui? C'est vrai qu'en ce moment, il y a la fast fashion qui est décriée à juste titre. Moi, en fait, depuis toujours, puisque dans mon héritage, c'est vraiment le made in France, je me suis toujours appliquée à sourcer mes matières en France. Par exemple, j'utilise des soirées qui viennent de Saint-Étienne, des dentelles qui viennent du nord de la France. Du lin aussi, j'ai en France, il y en a. Du lainage, on a des gens du côté de Castres qui retissent de la laine. Enfin, on a encore des savoir-faire. Il faut justement pousser ces gens-là. Je trouve que en tant que maison de couture, nous avons tous une mission pédagogique. C'est-à-dire que c'est beau de décrier la fast fashion, mais je pense que la mission des maisons françaises, c'est d'expliquer comment on construit un vêtement, avec qui on travaille, etc. Cette pédagogie a du sens. Les gens ont soif de connaître, ont soif de comprendre. Et en fait, chez nous, il n'y a pas de gâchis. Très peu. Parce que moi, quand je commande un tissu, je commande juste le métrage dont j'ai besoin. Je commande pas plus. Et pourtant, je laisse des valeurs de couture dans les vêtements pour permettre aux clients, s'il y a une variation de poids, de ne pas être embêté, etc., etc. Donc, ça, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'histoire du vêtement à travers les âges? Le vêtement et le corps, c'est une longue histoire. Une histoire d'amour, une histoire aussi de contrainte, une histoire de respect et aujourd'hui un peu plus délicate. Quand je parle d'une histoire de contrainte du corps pour nos sociétés occidentales, c'est au temps de la Renaissance, Catherine de Médicis, qui a été la première à souhaiter un corset en métal, s'inspirant des plastrons en métal que portaient les Romains. La reine Margot a pris la suite et comme on sait à l'époque l'influence des reines sur la population, beaucoup ont suivi jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans les mœurs et les pratiques. Les enfants portaient des corsets, garçons et filles, dès le plus jeune âge, puisque on considérait que la forme du bébé en forme de larve en croissant, c'était la forme du diable, donc il fallait tout de suite le redresser. Donc ce rapport au corps contraint, il ne date pas d'hier. C'est quelque chose que nous avons intégré au fil des siècles comme quelque chose de normal. Alors que si on regarde les statues grecques ou romaines ou les peintures égyptiennes, on voit les corps beaucoup plus libres. Même au Moyen Âge, il n'y avait pas tant cette contrainte du corps. On voit qu'ils étaient vêtus de grandes robes, hommes et femmes d'ailleurs, hein, c'était très fluide, peut-être un peu plus lourd en termes de tissu parce que le climat était rude, mais on n'avait pas cette contrainte du corps qui est apparue à la Renaissance. Donc de la Renaissance jusqu'à la fin du 19e siècle, où les corps se sont libérés grâce alors à plusieurs facteurs. On parle des Jeux olympiques qui sont, on fait écho à la Grèce antique, hein, qui sont revenus à la fin du 19e siècle. Et là, les corps se sont dénudés pour la première fois. Et puis, ce qu'on appelait à l'époque la villégiature, c'est-à-dire les premières stations balnéaires où les personnes allaient à Deauville ou sur la côte les week-ends. On les voit d'ailleurs dans des tenues de bain qui nous semblent complètement improbable, très habillé, mais on commence à comprendre l'intérêt de se dévêtir et d'enlever ce qui n'était plus essentiel à la vie. Ensuite, eh bien, la guerre aussi, la Première Guerre mondiale. Les femmes
ont dû quitter des vêtements trop encombrants, ne permettant pas le travail, puisque ces messieurs étant sur le front, ces dames devaient travailler et donc le corps a dû se libérer de ces vêtements trop contraints. En 1899, Hermine Cadol a créé le soutien-gorge et donc a libéré du corset. On voit dans les magazines de mode de la fin du 19e siècle les premières campagnes de sensibilisation pour arrêter le port du corset, provoquant notamment des descentes d'organes, etc., etc. Aujourd'hui, le corps contraint par le vêtement n'existe plus, on peut dire, mais d'une certaine façon, par ces grilles de taille qui correspondent peut-être dans les grandes lignes à une majorité et finalement à personne. Il y a encore ce vêtement un peu dictat qui est là, mais le poids de l'image et du corps parfait, selon les canons de beauté et les époques, a pris le pas aussi sur ce dictat. Aujourd'hui, on le voit à travers la chirurgie esthétique et plein de choses qui sont proposées au monde. Donc, on est aujourd'hui à un tournant des corps. Alors, non plus par le vêtement, mais par l'intervention humaine. Donc, il est essentiel de prendre conscience de cette diversité et de la beauté de la diversité parce que finalement, ces actions de transformation vont toutes dans un même sens et unifient les canons de beauté d'un bout à l'autre du globe en érigeant le modèle occidental comme le modèle référent de beauté universelle et qui crée des désastres réels sur la santé des gens. Je parle du blanchiment de la peau, je parle de plein de choses qui ont causé on ne sait combien de malheurs sur les gens dans le monde entier. C'est très délicat à évoquer parce que la notion du beau elle diffère tellement de part et d'autre du globe. Mais aujourd'hui, quand même, avec la mondialisation, il y a cette tendance à unifier les critères de beauté et finalement à faire disparaître les spécificités de chaque culture, de chaque variation géographique, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus, et ça c'est le Musée de l'Homme qui me l'a enseigné, on ne parle plus d'ethnie, mais on parle de variation géographique pour expliquer la variation humaine. Effectivement, c'est la géographie qui détermine le type humain. On parlait du corps contraint, on est arrivé jusqu'à la diversité humaine. On peut pas évoquer l'un sans l'autre. Je pense que les deux sont liés. Voilà. Au fond, comment faire pour vraiment se sentir bien dans ses vêtements? Est-ce que vous avez des conseils à partager? En fait, pour que les personnes se sentent bien, il faut qu'elles décident d'aller vers ce qui leur correspond vraiment. À savoir, on n'a pas besoin d'avoir 1000 choses dans son placard pour être bien. On a besoin de quelques pièces, de quelques essentiels. J'avais un ami qui me disait que sa mère, qui était bien âgée, chaque année regardait son placard et disait, ça, je l'ai pas porté depuis un an. Allez, je le donne. Tout ce que je n'ai pas porté pendant un an, je ne l'ai pas mis, ça veut dire que je ne le mettrai pas. Donc, ça me permet de faire un tri. Et après, choisir quelque chose dans lequel on se sent bien. Sinon, on ne le mettra pas. Moi, je m'applique vraiment à faire quelque chose qui va parfaitement au corps. J'ai même eu des hommes qui se redressaient dans mes vestes. J'en ai un qui m'a dit, mais Claire, je ne veux pas que l'été arrive, je vais plus avoir mon manteau. Et toutes les femmes me regardent avec mon manteau et je me tiens droit. J'ai une autre cliente qui m'a dit, mais Claire, quand je mets ta veste, je gagne tous mes contrats parce que j'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance. Je sais que cette veste, c'est moi. Elle va me faire gagner. Il y a comme une seconde peau, en fait. Je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Mon grand-père disait, allège ta barque et conduis-la vers l'essentiel. Il avait bien raison. Et aller vers l'essentiel en tout point et de se vêtir de ce qui nous ressemble, c'est très important. Quel regard est le vôtre sur la diversité des corps dans votre métier? Je repense à une de mes assistantes qui avait un problème alimentaire, qui se privait donc de s'alimenter. Et lorsqu'elle est venue chez moi,
je ne l'ai pas considérée comme quelqu'un de différent. Et au fur et à mesure de cette expérience, elle a vu comment je traitais mes clients, quel était le rapport au corps que j'essayais de transmettre, libératoire quelque part. Elle a commencé à évoluer dans son rapport à elle-même. Et ça a été une belle victoire. Voilà. Une cliente aussi dernièrement qui m'a dit, mais Claire, vous baissez les barrières de toutes ces contraintes qu'on s'inflige à nous-mêmes. Vous mêlez plusieurs séances de psy. Je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai que peut-être que j'ai eu cette chance d'avoir une mère qui ne s'infligeait pas un regard trop dur sur elle-même. Et en cela, m'a permis d'avoir cette paix, même si elle a quand même ses complexes, elle me les dit, mais sans jamais en avoir fait des cas et voilà. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Bon. Et alors, ça n'empêche pas de vivre, etc. En fait, c'est cette paix que j'essaye de transmettre, que j'ai reçue, c'est difficile parce que quand je vois certaines clientes qui ont du mal avec ça, je le vis avec elles. Une fois, j'étais à court de mots. J'ai habillé une jeune mariée pour sa robe de mariée qui fait clairement un 34, pour vous dire, toute menue. Et elle me demande en bas de faire un bas plissé de la robe, ce qui implique du volume. Et quand on fait l'essayage, elle me dit non, je me trouve grosse, etc. En fait, j'étais à court de mots, j'arrivais plus. Donc je suis partie dans mon atelier, respirer pour mieux revenir, pour éviter de perdre mon calme, parce que je me dis mais c'est pas possible, elle est absolument magnifique, je ne vois pas ce qui va pas. Et c'est dur, en fait, c'est dur à vivre les gens qui ont ce rapport dur à eux-mêmes. Les gens autour ont aussi vivent cette dureté. Et j'arrive à nouveau dans mon espace de showroom et elle se retourne vers sa mère et elle lui dit, tu vois, maman, t'as toujours été complexée par tes hanches. Eh bien, moi, je le suis aussi. Et c'est là que j'ai pris toute l'importance de ce regard sur soi qui retentit sur les autres. Claire, avez-vous un dernier message à partager? Je vous invite à essayer de cultiver cette paix avec vous-même pour la donner aux autres. Merci beaucoup Claire Châtaignier de nous avoir ouvert une porte sur votre univers. Et merci aussi de rappeler que l'unicité de chaque corps est une merveille et qu'il s'agit sans doute de le regarder à minima avec de la douceur pour potentiellement être en mesure de diffuser une forme de paix à notre échelle autour de nous. Merci beaucoup. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt.